Bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Business 54, le magazine de l'Afrique qui gagne. On commence par l'industrie du cinéma. On connaît bien sûr Hollywood, la référence absolue en Californie aux États-Unis. On connaît aussi Bollywood, l'industrie cinématographique indienne implantée à Bombay, la capitale de l'Inde. Qu'en est-il de Nollywood? C'est en Afrique, c'est le mélange du Nigeria et de Hollywood. Dans ce reportage qui va suivre, vous allez découvrir la puissance de la deuxième industrie mondiale qui devance les Américains en termes de films produits, même si les budgets, eux, sont souvent bien plus modestes. Direction donc les plateaux de tournage au Nigeria. Lagos, la plus grande ville d'Afrique, 12 millions d'habitants, souvent pauvres. Mais au milieu du chaos, Chioma, une très riche productrice, se rend avec son chauffeur à un tournage de film. Nous sommes en plein cœur de Nollywood, contraction de Nigeria et Hollywood. On arrive sur le tournage d'une scène de film de Chioma Onyenwe. C'est la productrice et réalisatrice. Nollywood, c'est vraiment un cinéma à part, dans le sens où il parle de nous. Et même si notre cinéma devient de plus en plus glamour, c'est toujours le glamour africain. La scène du jour est classique. Vas-y, fais-le. Ok, regarde-moi. Une piscine et deux jeunes femmes qui parlent d'amour en buvant du vin. C'est juste que... il ne me dit rien, il est si renfermé. Est-ce que tu lui en as parlé? Oui, je l'ai fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Que je devais lui laisser du temps. Nollywood, c'est l'anti-Boko Haram par excellence. Non, attends. Stop, calme-toi. Voilà pourquoi nous faisons ça, pour raconter nos histoires. Que ce ne soit pas toujours la même rengaine. Raconter nos histoires et échapper aux clichés de Boko Haram et de la violence, dont on parle à propos du Nigeria, du Kenya et du Moyen-Orient. Car même dans ce contexte, il y a de la joie, des rires, de la musique, de la danse et de l'amour. C'est pourquoi on essaye de montrer la réalité telle qu'elle est dans toutes ses dimensions. C'est Lagos, on est toujours au Nigeria. Il y a de la violence dans certains endroits, mais même au milieu de la violence, il y a des relations amoureuses et amicales. Donc il faut vraiment commencer à montrer tout ce qui se passe chez nous dans sa globalité. Et c'est ce que Nollywood essaye de faire. Nollywood, deuxième industrie en nombre de films derrière Bollywood et devant Hollywood. Une industrie souvent artisanale, mais qui a conduit à de grandes fortunes également, souvent chez des femmes. Chioma dirige le plus grand festival de films d'Afrique. Elle vit dans les beaux quartiers de la Lagune et elle a son explication au phénomène. Le Nigeria est un pays fantastique. Alors les hommes se sont bousculés pour se placer à des postes au gouvernement. Là où il y a du pétrole et où ils sont les chefs. Ils nous ont tenus à l'écart du pouvoir. Et pendant qu'ils se sont épanouis dans la politique, on s'est demandé comment faire du commerce, des films, de la mode. Et le temps que les hommes se réveillent, on avait fait main basse sur tout le secteur. On est allé très loin dans tous ces business. Et tout cela nous appartient, c'est à nous maintenant. Du coup, Nollywood commence à produire des mégastars, souvent féminines. C'est le cas de Kehinde. Comment ça va aujourd'hui? Super bien. On fait le maquillage dans quel style? Eh bien, quelque chose de simple. Kehinde, je peux prendre une photo s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Kehinde s'est fait connaître grâce aux Desperate Housewives nigérians. Deception. Les réseaux sociaux font le reste. Vous savez, ce sont des célébrités. Alors tout le monde focalise sur elles. Donc elles font très attention à leur apparence. Elles ne veulent pas avoir l'air négligé. Elle interprète si bien ses rôles. Je suis une fan, vous n'imaginez même pas. Je ne fais pas de bruit sur Instagram, mais je suis quand même une sacrée fan. T'es une fan fantôme. Oui, c'est ça, une fan fantôme. C'est très important pour une célébrité d'être présente sur les réseaux sociaux. Pour les fans qui ne partagent pas ta vie quotidienne. Et voilà, je peux poster ça de suite sur les réseaux.
J'adore. Kehinde, qui vient d'un milieu modeste, roule désormais en berline et on la reconnaît dans la rue. Comme à Hollywood, ici, tout est possible très rapidement. Qui que tu sois, tu peux poursuivre tes rêves et y arriver. Et dans ce pays réputé pour son insécurité liée aux violences islamistes, les comédiens font partie des rares personnages publics à fédérer tout le monde. Est-ce que je peux faire une photo avec vous? Voici mon bébé. Comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Myriam. Le succès de Nollywood est tel que des actrices comme Kehinde commencent à jouer dans de très grosses productions, comme October One. Nigeria, we ready. 3 millions de dollars de budget, ce qui est énorme pour le Nigeria, et un réalisateur connu partout dans le monde. C'est un prix qui m'a été décerné à New York. Et ça, c'est l'Afro Hollywood Awards, à Londres. Ma cible en tant que marché, ça n'était pas le Nigeria. Ma cible, c'était de faire un film que n'importe qui au monde pourrait regarder et aurait envie de regarder. De manière plus générale, beaucoup de jeunes réalisateurs au Nigeria, et même les plus vieux, se rendent compte que si tu améliores la qualité et que l'histoire est bonne, alors tu auras plus de chances de percer à l'international. Et Kunle Afalaya va même plus loin. Il est persuadé que Nollywood deviendra bientôt un modèle et un pôle d'attraction pour l'Amérique. Je crois que dans les prochaines années, Hollywood installera ses studios ici, au Nigeria, car ici nous avons le marché et les histoires. Mais tout le monde n'a pas les moyens de Kunle Afalaya et la plupart des 2000 films tournés chaque année se font à la sauvette, dans la rue, avec les moyens du bord. Ce type, c'est un bourgeois, il a la peau douce. Ok mec, mais c'est quoi ton plan alors? Coupé. Magnifique, magnifique. Je vais juste prendre ça. Ce réalisateur rentre d'un stage aux États-Unis. Aujourd'hui, il tourne ce film dans un bidonville bénévolement. Ok, scène suivante. Quand je tournais aux États-Unis, je me suis assis sur ma chaise de réalisateur et je me suis aperçu qu'il y avait un câble qui traînait devant moi. Donc pour éviter de trébucher, je l'ai juste attrapé. Et là, les techniciens sont arrivés en criant « Chef, chef, ce n'est pas ton travail. Je ne veux pas perdre le mien. » Juste pour un câble. Mais ici, j'aide mon caméraman à porter la caméra. Tu vois comment on fait ici. Personne n'a l'impression qu'on l'insulte ou qu'on abuse de lui. Et j'ai même mon assistant réalisateur. Ici, pas de costume, on retourne les t-shirts entre deux scènes. Et c'est possible de changer de costume? Et il faut que je fournisse les costumes moi-même. Et là, je retourne mon t-shirt. Et pourtant, le film sera vu au final par des centaines de milliers de personnes. Ils l'achèteront sur des DVD vendus dans la rue. Ils ne sont pas chers. L'État nigérian verse de l'argent aux distributeurs, car le cinéma fait baisser le niveau d'analphabétisme. Et puis, il y a la méthode moderne. Iroko est la grande plateforme de diffusion, 8000 films en catalogue, le Netflix africain. Mais au-delà de ça, Iroko donne des coups de main aux producteurs. C'est le cas de OK. Écoute, c'est de cette voiture dont j'ai besoin. Cette voiture? D'accord, pas de problème. Il veut utiliser la voiture dans une scène, donc tu lui apportes la voiture. Ok, c'est bon. Super. OK a 60 000 $ pour tourner son dernier film. S'il veut gagner de l'argent, il doit faire vite. Ok, merci ma chérie, merci beaucoup. Les scènes vont s'enchaîner à un rythme endiablé. La voiture peut partir d'ici. Cette fois, c'est l'histoire d'un escroc qui mène grand train. Un
un autre grand classique du cinéma nigérian. Quelques minutes par scène seulement, ok, et très pressé. Et s'il vous plaît, faites vite. Hein. Ok, on y va. 3, 2, 1, action. Bonjour, monsieur Heineken. Laissez-moi vous dire quelque chose. À cause de ce retard, vous allez payer 25% supplémentaire. Merci. Coupez. Ça me prend 1 mois, ou 2, ou 3. Ça dépend vraiment du projet. Le tournage, 10 ou 12 jours. La post-production, 2 ou 3 mois. Et hop, tout est bouclé. Nollywood est en plein décollage. Le cinéma est devenu le 2e employeur du pays après l'agriculture. Et il a même désormais son grand festival depuis quelques années, l'Afrif. Au milieu d'une sécurité sur les dents, des dizaines de stars affluent, 10 000 spectateurs cette année et 180 films présentés. Pas grand-chose à envier aux autres grands festivals de cinéma dans le monde. On y retrouve également l'actrice Kehinde et Kunle Afalaya, le réalisateur vedette. Pour moi, c'est comme les Oscars, comme le Festival de Cannes, où sont projetés des films du monde entier. On pourrait se croire à Hollywood ou à Tokyo, quelque part dans un pays développé. Personnellement, je crois fermement que l'Afrique est là. L'Afrique est la prochaine grosse révélation. Bonsoir et bienvenue. L'Afrif n'est-il pas merveilleux? L'Afrif n'est-il pas magnifique? Je veux tous vous entendre, j'adore l'Afrif. Nollywood reste moins puissant, bien sûr, que le cinéma américain ou indien, mais il réunit malgré tout 150 millions de fidèles chaque année qui achètent et qui regardent les films. Bref, Nollywood n'est qu'au début de sa conquête. Voilà pour ce reportage. On change de registre. On va parler maintenant d'immigration, de l'après-immigration. Car si beaucoup d'Africains rêvent d'Europe, ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à regagner le continent africain après la fin de leurs études. Un phénomène, bien sûr, lié à la crise économique qui sévit en Europe face à une Afrique qui gagne et pleine d'opportunités économiques et professionnelles. Regardez. Ils sont de plus en plus nombreux à placer leurs espoirs dans leur pays d'origine. Séduits par les opportunités du continent, les jeunes de la diaspora camerounaise sont de retour. Donc voilà, c'est ici dans ces bureaux que je travaille depuis 3 ans en tant que juriste. Avec un double diplôme en droit et management obtenu à Londres, Alexandra a décidé dès la fin de ses études en 2010 de quitter l'Angleterre pour explorer les possibilités professionnelles dans son pays natal. On était au milieu d'une crise économique, il n'y avait pas énormément d'opportunités de travail, que ce soit pour les nationaux, les ressortissants européens et encore moins pour les non-européens comme moi. Alors qu'ici, il y a de plus en plus d'opportunités de travail, il y a de plus en plus de PME qui se créent, il y a de plus en plus de multinationales qui viennent s'installer au Cameroun et il y a un besoin pour des compétences locales et des opportunités à saisir. Attirés par une croissance annuelle qui gravite autour des 5% et des marchés encore inexploités, les jeunes de la diaspora camerounaise reviennent également avec l'objectif d'investir sur leur propre terre. C'est le cas de Calvin, 29 ans, qui fut l'un des premiers à se lancer dans l'aventure du bio au Cameroun. C'était il y a 8 ans. On avait remarqué qu'il y avait un véritable potentiel au niveau du développement de l'agriculture biologique ici au Cameroun. De par la diversité de climat et la diversité de terres, on peut produire vraiment énormément de choses. Et en agriculture biologique, il y avait un boulevard vraiment bien tracé pour pouvoir s'intégrer sur ce marché. C'est le type d'opportunité qu'on peut avoir vraiment dans beaucoup d'autres domaines au Cameroun. Ananas, fruits de la passion, papaye, Africa Bio exporte aujourd'hui plus de 100 tonnes de fruits frais chaque année à destination du marché européen. Un succès pour ce jeune chef d'entreprise et il ne compte pas s'arrêter là. D'ici quelques semaines, on va lancer une production de jus de fruits bio qui sera exclusivement destinée au marché local.
Je pense que c'est vraiment un des rôles fondamentaux de la diaspora de ramener aussi des idées, des concepts nouveaux. C'est important de proposer ce genre de choses sur le marché local pour augmenter le standard qualitatif du pays. Expertise, compétences, idées, la diaspora africaine a beaucoup à apporter au continent. Chaque année, environ 1 millier de jeunes Camerounais formés à l'étranger reviennent s'installer dans leur pays d'origine. Une aventure loin d'être facile. On estime qu'un tiers d'entre eux finissent par abandonner leur projet au bout de quelques mois, déstabilisés par un environnement des affaires trop éloigné de leurs habitudes. Parmi les entrepreneurs de la diaspora comme moi, beaucoup ont été à l'étranger pendant longtemps. On a été habitué à une autre façon de faire du business. Donc c'est un grand défi d'essayer de comprendre la culture locale, de dépasser ces barrières qu'on peut avoir, d'accepter que le pays soit différent et que les choses ne fonctionnent pas de la même manière. Il faut s'adapter pour réussir ici. Cinquenti a réussi son pari d'implanter au Cameroun un système innovant de paiement des factures. C'est grâce à l'aide d'Africa BIB. Cette structure d'accompagnement offre de précieux conseils à des jeunes entrepreneurs trop souvent démunis face au manque d'informations sur les réalités du terrain. Beaucoup de gens de la diaspora veulent rentrer. Ils veulent monter leur entreprise, travailler ici au Cameroun ou dans d'autres pays africains. Mais malheureusement, ils n'ont pas de soutien. Ils n'ont pas les informations de terrain sur les bons projets, les endroits où aller, les partenaires à rencontrer. Chez Africa Business and Information Bank, on essaye de leur fournir ces services. Et nous pensons que malgré le fait que les gouvernements africains aient compris l'intérêt d'attirer la diaspora, ils doivent faire plus. Il faut se rapprocher de la diaspora, les financer, leur donner toutes les informations pour les convaincre de revenir. D'après la Banque mondiale, plus de 30 millions de citoyens africains vivent en dehors du continent. Mais dans les bars branchés de Douala et Yaoundé, la communauté des jeunes qui ont fait le pari de rentrer ne cesse de s'agrandir, pleine d'ambition pour l'avenir de l'Afrique. Et maintenant, direction l'Afrique de l'Est. Nous allons en Éthiopie. Ce pays change de visage. L'Éthiopie est un véritable exemple de croissance en Afrique. Regardez. C'est la fierté de l'État éthiopien. Le top du top des transports modernes, en plein milieu d'une capitale africaine. Vous pouvez voir ici les écrans pour donner des informations aux passagers sur les stations et puis des publicités. Les vitres sont teintées à l'extérieur pour protéger du soleil et pour qu'il y ait assez de lumière à l'intérieur des wagons. Nous avons aussi une ventilation là-haut pour la climatisation. On a des caméras de surveillance dans chaque compartiment. Le conducteur et les ouvriers sont chinois, comme les fonds. 475 millions de dollars d'investissement. 70 km/h de vitesse de pointe. Un tramway conçu pour transporter les 5 millions d'habitants de la capitale, même les plus pauvres, nous dit-on. Un projet très ambitieux qui rentre dans la stratégie écologique du pays. Tous les projets ferroviaires de ce pays vont fonctionner à l'électricité, ce qui est totalement écologique. Nous n'émettrons pas un seul gramme de carbone dans l'atmosphère avec ce système. Capitale de contraste, Addis Abeba est en plein boom. Pas un carrefour sans échafaudage. Pas un quartier sans travaux. Le pays retrousse ses manches et connaît une des plus fortes croissances du continent. 10% par an depuis 10 ans, grâce à son agriculture, des investissements et des emprunts publics massifs. L'Éthiopie est rentrée dans le club fermé des pays africains en plein essor. Ce samedi, le Boston Day Spa est complet. C'est là que tout a commencé. C'est la toute première affaire que j'ai montée ici. Nous sommes aujourd'hui dans le top 5 des spas en Afrique. Nous avons plus de 200 employés et plus de 10 000 clients. Si vous avez la passion et l'énergie, tout est possible en ce moment en Éthiopie. Monsieur Belleté ne manque pas d'énergie. Il est rentré au pays après 20 ans aux États-Unis pour se tailler la part du lion. Il est aujourd'hui en train de construire un empire. L'ancien coiffeur est devenu millionnaire, une figure presque malgré lui dans ce pays où tout est possible. C'est l'œuvre d'art que je préfère.
Elle évoque ma vie et mon histoire. J'ai quitté l'Éthiopie quand j'avais 16 ans. J'étais réfugié au Soudan. Regardez, même ma moustache, mes sourcils et mes cheveux sont formés par des écritures qui racontent ma vie. En ce moment, l'Éthiopie est le pays où le nombre de millionnaires augmente le plus rapidement. Et nous espérons qu'ils seront de plus en plus nombreux. Vous êtes multimillionnaire? Non, pas encore, mais j'y viens. Tadiwos Belete ne compte pas s'arrêter là. Il achète et construit à tour de bras. Direction son hôtel 5 étoiles, un écolodge à 1 heure de la capitale. Bienvenue au resort de Korifto et Spa. Nous sommes dans le tout premier de ces 8 hôtels. Son écolodge, dit-il, tous les présidents africains le connaissent. Mais sa fortune ne peut rien contre un petit problème que ses équipes doivent souvent gérer. Une de ces fameuses coupures de courant qui paralysent encore le pays. Heureusement, un générateur au diesel prend rapidement le relais. La coupure de courant aujourd'hui, s'il n'y avait pas d'espoir pour demain, oui, nous serions frustrés. Mais nous avons un espoir de changement pour l'avenir. L'espoir de passer d'un pays sans électricité à une puissance électrique. Et je pense que c'est ça notre grande espérance. La solution se trouve à 850 km au nord. L'Éthiopie construit le plus grand barrage d'Afrique. L'idée, exploiter au maximum le potentiel de son Nil bleu. Le pays, considéré comme le château d'eau du continent, va en tirer son énergie renouvelable. Voici le Nil bleu qui coule vers la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan. Et ici, nous construisons un barrage qui va nous permettre de générer de l'électricité. En construisant ce barrage, de l'eau va s'accumuler sans affecter son débit naturel. Et cette zone sera totalement recouverte d'eau. Près de 1900 km² transformés en un immense lac de retenue. Un gigantisme qui rend le chef de projet fier comme un chef de famille. C'est comme un bébé. On s'en occupe. Et quand il grandit, notre bonheur est incommensurable. Tout le monde est heureux de le voir arriver. Le barrage et ses supposés 6000 mégawatts, l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires, soit 3 fois la capacité actuelle totale de l'Éthiopie. On construit le barrage vers le haut, jusqu'à atteindre le niveau où sont les gens que vous voyez là. En haut, là, on est à 645 mètres au-dessus de la mer. Et en bas, comme vous pouvez le voir, c'est plus large, mais en haut, ça ne fera qu'1 mètre de large, un peu comme une pyramide. Italiens et Éthiopiens travaillent ensemble, 9000 personnes 24 heures sur 24, pour finir le projet comme annoncé en 2017. Mais pour l'instant, seule la moitié est construite. Ça va prendre 4 ans au minimum. Nous avons eu un problème avec le ciment, mais ça va mieux. Le projet avance bien. Le projet a donc pris du retard et il fait des vagues. Depuis des années, une dispute oppose l'Éthiopie aux autres pays traversés par le Nil, Soudan, puis Égypte. Quand il sera fini, il donnera à l'Éthiopie un contrôle sans précédent sur le fleuve. Ce projet ne fera de mal à personne en aval du barrage, c'est-à-dire en Égypte et au Soudan. Nous faisons le travail d'enquête et de conception d'une façon responsable et professionnelle. Alors, après des années de tension pour le contrôle du Nil, un accord a été signé en mars 2015. Le Soudan et l'Égypte valident le barrage de la Renaissance, mais sous condition. Vous allez vous développer, grandir, et je vous soutiens. Mais méfiez-vous. En Égypte, le peuple vit uniquement grâce à l'eau de ce fleuve. Une réconciliation officielle. L'Éthiopie peut donc continuer son projet phare, mais sans aucune aide financière extérieure. C'est auprès de la population que l'État va chercher près de 4 milliards d'euros nécessaires. Ce jour-là,
un grand concert est organisé dans la capitale. De gré ou de force, les Éthiopiens suivent. Le barrage est l'étendard de la renaissance de leur pays. Dans les rues d'Addis, le projet suscite un réel engouement. Les Éthiopiens croient dur comme fer qu'il va changer leur destin. Le gouvernement nous le dit. Il va y avoir du changement et le pays va se développer. Je ne sais pas ce qu'il va se passer à l'avenir, mais en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Moi, je pense qu'on va tous y gagner. Chaque citoyen est incité à acheter des obligations à partir de 50 beurs, un peu plus de 2 €. Le barrage est construit pour le développement de notre pays. Nous devrions tous faire ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à sa construction. C'est notre future richesse. L'argent est directement ponctionné sur le salaire des fonctionnaires, ce qui ne plaît pas à tout le monde, mais pas question de le dire ouvertement. Ici, le message c'est « tout le monde veut participer ». C'est notre icône. Je peux même dire notre emblème. Tout le monde contribue. Je connais même des enfants qui demandent à leur famille d'acheter des obligations à leur nom. Cette stratégie inflexible, le gouvernement la justifie. Le pays a besoin de ce barrage, coûte que coûte. Voilà, Business 54, c'est terminé. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. À la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir.